Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Plan de Rome. Ce soir, la nocturne invitée. Nous accueillons le professeur Christophe Vendry de l'Université de Rennes 2, qui est le grand spécialiste de la musique antique, de la musique romaine en particulier, l'auteur de nombreuses publications sur le sujet, un livre à l'Harmattan en 1999 sur les instruments à cordes et les musiciens de l'Empire romain. Et puis un livre qui vient tout juste de sortir, c'est un livre collectif aux éditions de l'IFAO, sur les paysages sonores dans l'Antiquité. Et je sais qu'il y a aussi un livre qui est bientôt en préparation également. Voilà, donc je lui laisse la parole ce soir pour un sujet qu'il connaît bien, qui est la musique à Pompéi, une page d'archéologie musicale Pompéi. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Merci Philippe Fleury, à l'équipe qui organise les mercredis de l'Antiquité. Donc si je suis là ce soir, c'est parce que depuis 3 ans, j'ai repris le contact avec Pompéi, avec une équipe pluridisciplinaire pour reprendre l'étude des vestiges d'instruments de musique. Et donc c'est l'occasion de reprendre ce dossier, on va le voir, assez complexe et assez compliqué. Alors, évoquer Pompéi, c'est toujours quelque chose d'assez magique, avec une vision assez irénique des cités conservées au pied du Vésuve. On a le sentiment, en effet, que Pompéi, Herculanum, Oplontis nous ont quelque part figé la vie quotidienne des anciens Romains. Et nous allons voir que la réalité est un peu plus complexe et que ces cités sont aujourd'hui des cités silencieuses. Et on peut poser la question de l'évocation de la musique et du son, puisque, a priori, il n'y a rien de plus silencieux qu'une ville recouverte par les cendres d'un volcan. Et on peut se demander de quelle façon peut-on appréhender le thème de la musique et des sons à Herculanum et à Pompéi, à partir de quelles sources? Et ce silence fait contraste avec le bruit, les sons qu'évoquait récemment Mary Bird dans un très beau livre sur Pompéi. Elle s'efforçait d'évoquer les bruits des clochettes des animaux, nombreuses à Pompéi, à Herculanum, les clochettes disposées aux portes des maisons. Elle évoquait également le gong des thermes, comme celui des thermes de Stabie à Pompéi, qui a été retrouvé en bronze. Et ce type de gong qu'évoque Sénèque dans un texte, une lettre fameuse à propos des thermes de Rome. Elle évoquait encore le cri des animaux, notamment le cri des ânes, nombreux, comme on le sait, dans les rues de Pompéi, en particulier pour faire tourner les meules. Elle évoquait aussi le chant des oiseaux, c'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, chez les historiens, le paysage sonore, soundscape. Alors tout cela, finalement, relève davantage de l'évocation, une évocation qu'il est difficile d'établir pour Pompéi, parce que les textes littéraires n'existent pratiquement pas lorsqu'il est question de Pompéi et lorsqu'il est question de la musique à Pompéi. Il faut donc se tourner vers d'autres sources pour réussir à évoquer le son et la musique. Et en particulier, on a très vite compris à quel point les images étaient importantes pour convoquer l'aspect sonore et l'évocation aussi en creux du silence, avec cette très belle scène de sacrifice montrée dans l'Augustéum de Pompéi, dans l'ère du culte impérial, d'un temple du culte impérial qu'on appelle par tradition le temple de Vespasien. On voit sur la façade de l'autel, en effet, le musicien qui joue près du magistrat au moment où l'on va sacrifier le taureau. Et les textes nous disent, Pline, Censorinus,
que le bruit du musicien servait à couvrir les bruits extérieurs au moment du recueillement et du sacrifice. Et on comprend qu'il y avait un temps de silence et un temps pour la musique à travers ce type de cérémonie. Alors on a beaucoup parlé ces dernières années des travaux à Pompéi sur la religion, des travaux assez innovants. On a beaucoup parlé des travaux sur l'hydraulique, la gestion de l'eau à Pompéi. On a parlé des travaux sur les fouilles des nécropoles, alors que les travaux sur la musique restent beaucoup plus confidentiels. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a pas eu de découverte récente de nouveaux instruments de musique ou des documents qui auraient révolutionné, si vous voulez, le dossier. En effet, l'étude, on va le voir, de la musique à Pompéi nous oblige à reprendre la documentation existante et à reprendre surtout les objets découverts depuis le XIXe siècle, à les recontextualiser, à établir des comparaisons avec des vestiges connus ailleurs dans l'Empire romain, à procéder à des recoupements iconographiques, des mises en série, afin de cerner finalement ce qu'était la vie musicale dans une petite cité comme Pompéi. Donc il ne faut pas espérer tout trouver à partir de Pompéi. On verra que si Pompéi présente un caractère exceptionnel pour les vestiges archéologiques d'instruments de musique, d'autres sources sont beaucoup plus lacunaires. En effet, pas de texte dans la littérature, comme je le disais, faisant directement allusion à des performances musicales, pas de partition, puisqu'on sait qu'à l'époque de l'Empire romain, on utilisait le système grec pour noter la musique, mais de façon très résiduelle, puisque la transmission de la musique se faisait de façon orale, ce qui explique la rareté, en effet, de ce que nous appelons, nous les modernes, les partitions. En revanche, beaucoup de réalia, des vestiges d'instruments de musique bien datés, grâce à ce terminus du 24 août, je ne rentrerai pas dans le débat puisque cette date aujourd'hui est contestée. Beaucoup d'éléments laissent à penser que l'éruption aurait eu lieu à l'automne et non pas au mois d'août, comme le dit la lettre de Pline le Jeune. Une iconographie très riche et une spécificité à Pompéi, beaucoup de graffitis, et en particulier des graffitis de musiciens ou qui nous citent des musiciens sur les murs dans ce qu'on appelle le latin populaire. Alors, par exemple, sur les murs de Pompéi, on peut trouver des noms de musiciens dont on connaît la typologie ailleurs. Le tubicène, c'est le joueur de trompette droite, le joueur de tuba. Ascolès, c'est un mot rarissime qu'on ne trouve que chez Martial, qui est la forme hellénisée du grec et qui désigne le joueur de cornemuse. Un mot très rare et qu'on trouve sur un graffiti de Pompéi. Plus courant, Kytharedus, pour désigner le Kytharoedus, celui qui joue de la cithare et qui chante. Et enfin, un terme plus générique, musicus, qui à la fois peut désigner un musicien, mais qui peut être aussi ce qu'on appelle dans l'onomastique latine, dans les noms de famille, un surnom, un cognomène, sans que cela puisse renvoyer forcément à la musique. Donc vous l'aurez compris, à partir de ce petit panorama, les musiciens sont spécialisés et l'Empire romain a multiplié les spécialités musicales par rapport au monde grec et nous avons la chance de disposer de toute la nomenclature en latin, des termes techniques pour désigner les instruments et les instrumentistes. Alors, quelles sont les pistes possibles lorsqu'on entreprend une étude sur la musique et sur les sons à Pompéi ? On s'oriente forcément vers l'organologie, un terme technique
qui nous renvoie au latin organum, qui désigne l'instrument de musique, autrement dit l'étude de la morphologie des instruments, de leur construction. On travaille sur l'acoustique également, sur la lexicographie, sur les termes techniques. Un gros travail d'iconographie musicale où il faut séparer ce qui relève des scènes banales et ce qui relève des scènes plus exceptionnelles, et ce qui est traité selon les conventions et ce qui est traité de façon plus réaliste, plus détaillée. L'historiographie, il y a une grande part dans l'histoire des découvertes, vous allez le voir, on est obligé de remonter jusqu'au XVIIIe siècle. L'histoire sociale du musicien, pour comprendre en effet le rôle du musicien de métier à Pompéi et ses domaines d'intervention. Et enfin, la réception de la musique antique, parce que dans ce domaine comme dans d'autres, la peinture pompéienne, le mobilier, eh bien, Pompéi a eu un grand écho au XVIIIe, XIXe siècle, et on s'est mis à copier, là aussi, et à recopier les instruments de musique, Pompéi apparaissant comme un modèle, en effet, en Europe, dans tous ces domaines. Alors, je vous invite à remonter le temps. Il faut en effet partir des origines des fouilles, que l'on situe autour de 1748, au XVIIIe siècle, pour voir en effet les premières découvertes, très tôt en effet, dans le secteur du théâtre, ici, du grand théâtre et du petit théâtre. Ce sont les premières fouilles en effet, et bien dans ce secteur, juste derrière le théâtre, on découvre déjà en 1768 les premiers instruments de musique. C'est très tôt, on en fait aussitôt des dessins, en effet, et ce qui frappe également les contemporains, c'est bien entendu au XVIIIe siècle le dégagement du temple d'Isis, parfaitement conservé, puisqu'on retrouve les enduits peints. Voici le plan de cet espace clos, qui toutefois communiquait avec le théâtre, qui se trouvait juste à proximité, et les travaux récents ont pu montrer qu'à Pompéi comme ailleurs, il y avait forcément une connexion entre les sanctuaires d'Isis et les théâtres, afin de faire communiquer les processions entre le temple et l'espace du théâtre. Et nous savons que des acteurs, par exemple à Némi, dans le Latium, autour de Rome, jouaient au service du culte d'Isis. Et ce qui a frappé les contemporains au XVIIIe siècle, c'est l'abondance des scènes peintes. Alors celle-ci vient d'Herculanum, et non pas du temple de Pompéi, mais on a fait le recoupement avec le temple de Pompéi, avec cette ressemblance, l'escalier, et nous avons ici une représentation d'une cérémonie au pied du temple, avec la présence sur la droite, en bas, d'un homme de couleur noire qui symbolise l'Éthiopien et qui joue de l'aulos, un long tuyau avec une hanche pour rythmer en effet cette cérémonie qui se déroule ici au pied de l'autel que l'on voit au premier plan. Ce qui a frappé les contemporains, ce sont donc ces peintures, et c'est aussi la grande quantité de sistres découverts dans le temple de Pompéi, dans le temple d'Isis et dans les maisons pompéiennes. Ce sont des hochets métalliques qui sont déjà connus en Égypte et que les Isiaques utilisaient lors des processions. On a un texte d'Apulée plus tardif qui nous raconte en effet le son et l'impression sonore que pouvaient produire ces hochets métalliques sur la foule. Et on sait que Mozart, au XVIIIe siècle, était passé à Pompéi lors de son voyage à Naples, et il avait été frappé par la découverte du temple d'Isis,
d'aucuns disent que cela aurait influencé Mozart pour l'écriture et la perception de la flûte enchantée avec ses thèmes isiaques. Au XVIIIe siècle, l'autre personnage important dans la musicologie, c'est Charles Burney, l'anglais Charles Burney, qui vient à Pompéi en 1770 et qui a écrit, il y a même la traduction, je l'ai disposée ici, un voyage musical dans l'Europe des Lumières, et il a laissé aussi toute une correspondance où il raconte son voyage à Pompéi, et en particulier la visite du musée de Portici, près d'Herculanum, où on avait disposé les premières peintures murales et les premières découvertes archéologiques. Or, Charles Burney publie un livre remarquablement documenté, dont vous voyez ici une planche à gauche, et il donne à partir de Pompéi une nomenclature visuelle des instruments de musique, les instruments à cordes, à vent, etc. Et vous pouvez voir qu'il s'inspire à chaque fois de peintures pompéiennes. La grande cithare que vous voyez ici est tirée de cette peinture qui est aujourd'hui conservée au musée du Louvre et qui vient de la maison de Julia Félix, qui montre une muse à la cithare. Quant à cette harpe, elle vient ici d'une petite peinture d'Herculanum qui montre un amour jouant de la harpe disposée sur son épaule. Donc vous voyez qu'on utilise directement les peintures. Charles Burney comprend qu'il y a là une documentation inédite et il veut tout de suite faire partager à ses contemporains la rareté de ces informations. Alors le problème, c'est qu'on va recopier les dessins de Burney sans avoir vu les instruments, et ça donne des choses un peu fantaisistes, comme dans l'ouvrage de Delaborde en 1780, qui est l'ouvrage de référence à la fin du XVIIIe siècle, où on reprend, vous voyez ici, la grande cithare et la harpe, mais disposées dans des situations très fantaisistes, qui n'ont plus rien à voir avec les personnages des peintures pompéiennes. On a plutôt l'impression de voir ici une peinture du XVIIIe siècle lorsqu'on regarde ces personnages. Donc on va inclure les instruments pompéiens dans des tableaux censés évoquer la romanité, puisque l'essai sur la musique ancienne de Delaborde remonte aux Grecs et aux Romains, et reconstruit cette histoire de la musique. Donc vous voyez qu'il y a un intérêt très précoce pour les découvertes musicales à Pompéi au XVIIIe siècle, et notamment les chercheurs à cette époque font état, dans leur description, d'instruments de musique qui malheureusement ont aujourd'hui disparu. Je vous en donne un exemple. Voici ce qui a été trouvé en 1768 derrière le théâtre de Pompéi, et notamment cette grande trompette est aujourd'hui totalement disparue, elle est introuvable. J'ai essayé de la retrouver dans les réserves. Nous ne la connaissons que par l'aquarelle de Weidenmüller, par des photos du XIXe siècle, et malheureusement, c'est en plus un instrument qui pose beaucoup de problèmes, et il aurait été intéressant de vérifier avec les vestiges la nature de cet instrument. Même chose pour ces grands hautbois qui ont disparu. En revanche, les cymbales et la collection des sistres est intacte à Pompéi. Alors, très tôt, on comprend que la grande force de Pompéi, c'est la multiplicité des scènes musicales dans la peinture murale, en particulier dans la peinture du IIIe style et IVe style, milieu du 1er siècle et jusqu'aux années 70. En effet, certaines peintures, sous couvert de mythologie, puisque souvent les personnages comme ici sont des poutis, des héros,
manipule des instruments de musique, souffle dans des instruments ou porte les instruments auprès des dieux. Et nous avons parfois un luxe de détails. C'est le cas ici pour cette grande cithare, qui est l'une des plus belles représentations que nous puissions posséder dans l'iconographie, avec les chevilles, le joug, les cordes, le chevalet, ici, le tire-corde, le plectre qui figure dans la main de cet enfant, et même des ouïes qui semblent disposées sur la table d'harmonie. C'est une représentation remarquable, et toutes les représentations n'ont pas cette précision, cette qualité, puisque vous le savez, la peinture pompéienne a donné naissance à des œuvres de qualité très, très différentes, avec des mains et des ateliers différents. Alors, quand on parcourt les peintures murales, et certaines sont connues dès le XVIIIe siècle, eh bien, nous avons un catalogue pratiquement de tous les instruments de musique connus dans le monde romain, avec certains morceaux de bravoure. Je pense à cette peinture qui est devenue extrêmement célèbre, qui a été recopiée maintes et maintes fois, montrant le centaure Chiron apprenant la lyre à Achille. Et vous voyez qu'Achille pose son doigt sur une corde, tandis que Chiron pose le plectre sur la même corde. On pense que c'est la représentation de la production des harmoniques, lorsqu'on pose son doigt au milieu de la corde. En tout cas, là encore, c'est une représentation de très grande qualité, une peinture qui a été décrite par Viollet-le-Duc, qui a été recopiée également par Gustave Moreau et par Gusman, qui a fasciné beaucoup les contemporains au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, ce qu'on préfère, et c'est une scène qui devient presque un genre dans la peinture murale, c'est ce que l'on a baptisé la leçon de musique. C'est-à-dire lorsque le maître de musique, qui a souvent les traits d'Apollon, donne un apprentissage à une jeune femme qui tient ici une cithare sous le regard d'un autre personnage. Alors ce type de scène a été décliné de différentes façons, et là aussi, dès le XVIIIe siècle, et plus encore au XIXe, on aime recopier ces scènes. Et cette peinture, qui reprend le même thème, cette fois-ci avec une femme qui accorde sa lyre sur une autre lyre posée sur un meuble qu'on a pris autrefois pour une harpe, sous le regard d'autres personnages, eh bien, a beaucoup fasciné les contemporains par la fraîcheur de la représentation, et on l'a même recopié, en particulier les pré-raphaélites. Vous voyez, on en donné plusieurs versions, avec cette fois-ci une femme âgée, avec une jeune femme, chez Rossetti, et encore Rossetti, avec une jeune fille qui accorde son instrument. Donc à partir des peintures pompéiennes, on va nourrir la peinture du XIXe, et en particulier ce courant pré-raphaélite. Lafon également, en France, eh bien, donne une copie de cette peinture qu'il réinterprète à sa façon. Donc ça annonce ce que va faire le peintre Alma Tadema, qui va reproduire des scènes pompéiennes pour les rendre vivantes, et qui va se documenter à partir de photographies ou à partir de dessins récupérés sur place. Alors le XVIIIe siècle, c'est aussi le siècle qui voit la fouille de la villa, des Papyri à Herculanum, cette grande villa extraordinaire qui appartenait à un grand lettré romain, et qui a fourni non seulement une collection de sculptures extraordinaires appartenant à un collectionneur, mais qui a fourni aussi toute une série de papyrus, d'où son nom, de Villa des Papyri. Papyri retrouvés carbonisés, et on ne sait pas encore au XVIIIe siècle que parmi ces papyri se trouvent
le texte du traité Peri Musices sur la musique de Philodème de Gadara, qui a été d'ailleurs traduit et publié il y a 2 ans aux collections des Belles Lettres à partir de cette documentation des papyrus d'Herculanum. Donc un homme qui possédait dans sa bibliothèque un traité sur la musique de l'époque hellénistique. Un homme extrêmement cultivé qui tenait à afficher son amour pour la musique. Alors le XVIIIe siècle, c'est le temps des prémices, ce sont les premières découvertes, les premières interrogations, le goût de l'imitation, alors que le XIXe siècle, c'est le temps de la documentation. C'est un siècle plus scientifique, vous le savez que c'est la naissance de l'histoire en tant que discipline scientifique, l'archéologie commence à se structurer, et à Pompéi aussi, on mesure les changements grâce à Giuseppe Fiorelli, qui devient responsable des fouilles de Pompéi et responsable conjointement de l'organisation du nouveau musée national de Naples, puisqu'on va transférer les objets du palais de Portici, du palais des Bourbons, vers le musée de Naples. L'abondance de la documentation réclame désormais des espaces nouveaux. Or, Fiorelli, vous le connaissez sans doute, parce qu'il est l'initiateur de la fameuse technique du moulage en plâtre. C'est lui qui a coulé le plâtre, qui a permis de mouler ces corps des fugitifs. On pense surtout à ces corps, mais il faut savoir qu'il a moulé aussi des meubles, des portes, qui autrement auraient disparu, et il a pu conserver de cette façon-là un grand nombre d'éléments du mobilier. Donc non seulement il met au point cette technique du moulage, mais Fiorelli exige désormais un surcroît de documentation de la part des fouilleurs. Il dresse la première carte de Pompéi pour les fouilles, et désormais, comme vous le voyez ici, il numérote les secteurs, les regiones et les insulae, les ensembles de maisons. Chaque maison aura un numéro, de telle façon qu'il va tenir un journal de fouilles à l'intérieur duquel seront référencées toutes les découvertes. Et bien entendu, les découvertes des instruments de musique aussi. Vous voyez qu'en 1872, seule cette partie était donc fouillée. Le XIXe siècle est l'occasion aussi de faire le ménage dans les idées reçues, et notamment grâce à l'archéologue Charles Belay, auteur de la restauration des propylées du Parthénon d'Athènes. Il est moins connu pour l'écriture de ce livre, Le drame du Vésuve, publié en 1872, dans lequel il raconte son voyage à Pompéi. Or, Belay est le premier à comprendre que toutes ces sections en os, circulaires en os, qui avaient été autrefois interprétées comme des éléments de flûte, eh bien, n'en sont pas. Voici ce qu'il nous dit dans son livre. Dans une des maisons de Pompéi, que Fiorelli a converti en musée, on voit un coffre qu'il a fait mouler et dont les charnières ont été une révélation. Tout le monde sait qu'on a recueilli à Pompéi des milliers de cylindres en os, percés d'1 ou 2 trous. Les inventaires les désignent comme des morceaux de flûte. Et en vérité, il fallait que les habitants eussent une passion désordonnée pour la musique, car l'on trouve de ces prétendus morceaux de flûte dans chaque maison de Pompéi. Quelle n'a donc pas été la satisfaction de Fiorelli lorsqu'en faisant briser la carapace de cendre qui recouvrait le plâtre versé dans une cavité, il vit apparaître l'empreinte d'un grand coffre avec une serrure et des charnières en os qui avaient bien résisté. Oui, les morceaux de flûte étaient donc des charnières que les trous servaient à fixer. Donc c'est la première mise au point en 1872, grâce à Belay, on fait l'effort de distinguer ce qui relève des instruments de musique et ce qui n'en est pas dans la documentation.
À titre d'exemple, en Normandie, lors de la fouille du sanctuaire de Berthouville, eh bien, on avait interprété ce type de chevilles comme des flûtes du sanctuaire de Berthouville. Alors, la grande satisfaction des fouilleurs du XIXe siècle, c'est la découverte des éléments de tibia, autrement dit, ces grands hautbois qui sont une spécificité de la musique gréco-romaine, qui sont joués par paires, avec une hanche double, et qui ont été découverts à plusieurs reprises. 1867, 4 tibias dans une maison, 1883, 9 tibias, 1893, 1903, ce qui fait qu'on a la collection la plus importante à Pompéi. Voici l'état actuel de l'une d'entre elles, malheureusement fort abîmée, et on a analysé les matériaux. Vous avez à la fois une conjugaison de l'os, l'ivoire, le bronze et l'argent. Et le luxe des matériaux indique que ce sont des instruments de professionnels qui étaient probablement au service d'un grand notable de Pompéi, puisque ces instruments ont été retrouvés dans une maison. Nous n'avons pas retrouvé d'instruments de musique, curieusement, dans les lieux publics, pratiquement pas de Pompéi, mais uniquement dans la sphère domestique. Voici les autres instruments découverts, ces grandes tibiae. Et voici ce que ça donne sur une peinture de Pompéi, en l'occurrence d'Herculanum. Voici le musicien qui souffle dans les 2 grandes tibias, et vous voyez qu'il a les yeux exorbités. Pourquoi? Il doit souffler dans les 2 hanches à la fois, et on lui met une lanière autour du cou, que les Grecs appellent la phorbéia, qu'on peut traduire par la muselière, et que les Latins appellent capistrum, qui est utilisé par les oboïstes pour souffler dans ces instruments de concert. Alors, le XIXe siècle, c'est aussi le temps de la photographie. Fiorelli, en effet, veut documenter sur le plan photographique la plupart des découvertes. Et j'ai fait un gros travail de recherche dans les archives de la surintendance de Pompéi, mais à Naples aussi, et même en dehors de Naples. J'ai retrouvé des clichés, par exemple, à l'INHA à Paris, à Bruxelles, au musée des instruments de musique. Certains sont éparpillés, et grâce à ces clichés, nous découvrons des instruments dans l'état au moment de leur découverte. Ce sont des clichés du XIXe siècle. Voici les fameuses 4 tibiae découvertes en 1867. Elles étaient pratiquement en parfait état, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et voici cet instrument qui a été perdu, cette grande trompette. Et voici les fragments de tibia trouvés cassés dans d'autres maisons. Voici l'état actuel des tibias, vous voyez, rangés dans des boîtes, à Naples, la plupart fragmentés. Et c'est un gros problème avec Pompéi, c'est la succession des opérations de restauration, de dérestauration, qui sont faites avec une réelle bonne volonté, mais qui ne sont jamais faites par des spécialistes et qui parfois aboutissent à transformer de façon irrémédiable les instruments et à les rendre incompréhensibles. Alors, il n'y a pas que les archéologues qui réinvestissent le champ de la musique à Pompéi au XIXe siècle, il y a aussi les musicologues. Berlioz passe à Pompéi en 1831 et il nous dit qu'il aurait aimé rester dans une maison qu'il imagine peuplée de ravissantes esclaves jouant de la lyre et chantant la volupté. Mais il se plaint, il dit tout cela est impossible, il y a des gardiens partout qui vous suivent. Et je n'ai pas seulement pu voler pour mon père un pauvre petit débris de fresque ou de mosaïque, nous dit Berlioz. Et plus sérieusement, il va au musée et il essaye une paire de cymbales, la voici. Il fait teinter cette paire de cymbales et comme le son lui plaît beaucoup, il va la réutiliser dans son Roméo et Juliette et même dans un ballet des Troyens. Donc, ce qu'il appelle dans son orchestration
les cymbales à l'antique. Ce sont ces cymbales pompéiennes qui lui ont servi de modèle. Et que l'on voit ici sur une peinture dionysiaque trouvée à Pompéi sur les marches de cet escalier. Des cymbales très importantes, hémisphériques, très différentes des cymbales actuelles de nos orchestres. Camille Saint-Saëns également, qui faisait une recherche très approfondie, très érudite sur les lyres et les cithars, fait le voyage à Naples et à Pompéi, comme si ce grand tour, vous voyez, n'était pas le monopole des artistes, mais qu'il fallait que les musiciens et les musicologues également s'approprient cette visite de Pompéi. Et il va au musée de Naples et il observe en particulier cette statuette et il a laissé tout un traité sur la cithare qu'il décrit ici, et il a étudié également plusieurs peintures murales, dont celles qui ont été montrées tout à l'heure avec Achille et Chiron. Donc les connaissances progressent, les travaux se multiplient, il y a un intérêt accru pour cet aspect qui est beaucoup mieux documenté. On découvre également à deux reprises, en 1863, puis à la fin du XIXe siècle, ce qu'on a appelé les orgues de Pompéi, qui ne sont sans doute pas des orgues, malheureusement, c'est-à-dire ces grandes plaques métalliques avec des tuyaux rangés en ordre décroissant, qui étaient peut-être des automates à musique. Je ne sais pas, j'ai réexaminé récemment ces objets et c'est une énigme. On aurait aimé à Pompéi avoir là des orgues, cet instrument inventé à Alexandrie par les savants alexandrins, et on pensait tout de suite avoir trouvé un orgue. Il n'y a là ni trace de clavier, ni trace de cuve. C'est assez curieux. S'agit-il d'un accessoire de théâtre? C'est possible aussi, utilisé par les acteurs qui avaient souvent des instruments factices, fantoches, sur la scène des théâtres. Voici l'état de découverte de ces orgues. Les voici à nouveau. Ce sont des photos, là encore, de photographes napolitains du XIXe siècle qui montrent également les cymbales et la collection incroyable de sistres qui est la plus riche en Italie, puisqu'on en possède pratiquement une vingtaine d'exemplaires, ce qui est considérable, rien que pour Pompéi et les alentours. Vous voyez que ces photos sont pour nous extrêmement précieuses, parce que ce sont des photos sur des plaques de verre qui sont donc d'une grande qualité et qui ont fossilisé cet état au moment où on a disposé dans les vitrines les instruments de musique avant les restaurations ou avant leur perte. Voici l'état actuel des prétendus orgues mentionnés dès le XIXe siècle. Et à la fin du XIXe et au début du XXe, plusieurs articles portent sur les origines de l'orgue. Et on clame que partout, ça y est, on a enfin trouvé des orgues antiques à Pompéi. Vous reconnaissez là le dessin de cet instrument pompéien. Donc vous voyez, rien n'est simple et certains objets posent de grands problèmes. C'est la raison pour laquelle on utilise aussi les relevés des dessins dans les catalogues de musées, qui ne sont pas sans schématisme. Là encore, il faut être très prudent avec ces dessins qui montrent des éléments catalogués comme des trompettes ici et qui n'en sont pas, qui sont probablement des éléments tubulaires simplement. Et voici à nouveau le cliché d'un Français établi à Naples au XIXe siècle, Rive, qui nous montre une nouvelle fois les 4 tibias de Pompéi remarquablement conservés au XIXe siècle. Qu'a utilisé Gusman, c'est ce cliché qu'a utilisé Gusman dans son très beau livre sur Pompéi, retrouvé en 1909. Donc vous voyez qu'on recycle les images, ce sont souvent les mêmes instruments qui sont montrés, d'une photo, d'un dessin à l'autre.
Et il faut se méfier, en effet, de ce caractère très répétitif où les informations sont parfois transmises de seconde main. Alors, le dossier qui nous intéresse particulièrement avec mes collègues, une équipe pluridisciplinaire du Louvre, de l'IRCAM pour l'étude acoustique, c'est l'étude des trompettes de Pompéi. Nous avons proposé, dans le cadre d'un partenariat avec l'École française de Rome, de réétudier les vestiges des grandes trompettes de Pompéi, parce qu'elles présentent un caractère tout à fait exceptionnel et parce qu'elles sont très mal connues, très mal documentées. Nous avons dû remettre à plat tout le dossier de la documentation, faire une recherche en archives et faire 3 séjours sur place dans les réserves pour examiner ces trompettes, analyser les matériaux, et c'est une étude qui est en cours, qui doit se terminer en effet cette année. Et si nous avons choisi les trompettes, c'est parce que ce sont des instruments en bronze, plutôt bien conservés. Vous avez remarqué sur les photographies qu'il y a de grands absents. Ce sont les instruments les plus fragiles, en roseau ou en bois. Pas de fragments de lyre à Pompéi, pas de fragments de cithare, pas de fragments de tambourin avec une membrane en peau, pas de fragments de syrinx, de flûte de pan en roseau. Donc vous voyez que le catalogue n'est pas complet, et ce qui a le mieux résisté, ce sont les instruments en os, en ivoire ou en bronze. C'est le cas des trompettes de Pompéi, qui ont été trouvées en 2 lots. Donc voici, c'est ce qu'on appelle, ces grandes trompettes courbes, c'est ce que l'on appelle le cornu, les cornuas. Et ce sont les premiers témoignages, les premiers vestiges que nous possédions, d'où la nécessité de les réétudier. Et en 1883, on organise une fête à Pompéi. C'est Petra, le directeur du musée de Naples, qui l'organise pour trouver des finances à cause d'un tremblement de terre sur l'île d'Ischia. Et on demande aux Italiens de se déguiser en Romains, et à cette occasion-là, on copie les instruments découverts, et vous voyez ici, à droite, vous avez la copie du premier cornu qui a été trouvé, c'est-à-dire cette grande tombe droite que l'on fait défiler dans Pompéi. Et le magazine L'Illustration raconte le faste de ces fêtes qui, bien entendu, ont un caractère bien plus fantaisiste que scientifique. Alors voici les clichés du XIXe siècle que j'ai retrouvés à Bruxelles, qui nous montrent une trompette étrangement en parfait état, alors que l'on voit des traces de lacunes qui ont été comblées, nous l'avons compris plus tard, avec du plâtre, bouché avec du plâtre et avec de la cire. Parce que nous avons trouvé dans les réserves un autre cliché qui nous montre la trompette complètement brisée. Donc il est clair qu'il y a des étapes de la restauration qui sont mal documentées, et il est très difficile pour nous de retrouver les lieux de découverte et les étapes de la chronologie. Les premières cornuas ont été trouvées sans doute en 1852, celles-ci. On ne les avait pas identifiées puisqu'on les avait prises pour des conduites d'eau, parce qu'elles devaient être sous forme de débris comme cela. Il a fallu attendre Fiorelli, son catalogue des armes, pour identifier cette trompette. Second lot, en 1884, dans une taverne de Pompéi, on trouve cette fois-ci 3 cornuas avec une hampe de bois et des manchons destinés à solidariser la trompe, avec une embouchure, ce qui est tout à fait remarquable, amovible, qui s'adapte parfaitement sur ces instruments. Voici l'endroit où on a retrouvé, c'est la carte des tavernes à Pompéi. Vous voyez qu'on buvait bien. Il y avait beaucoup de lieux de sociabilité pour les tavernes. Et voici la taverne dans la Reggio 5-2, à l'emplacement exact où ont été retrouvées les 3 trompettes. D'où
la plaisanterie de Soliano, l'archéologue qui les a découverts, racontant que les gladiateurs venaient boire un verre à la taverne et plaisanter avec leurs trompettes, et qu'il y avait sans doute des gladiateurs et des musiciens. Vous allez voir pourquoi il a pensé à la gladiature, alors que nous sommes très éloignés de l'amphithéâtre qui se trouve ici. Alors voici la présentation des trois Cornuas au musée de Naples, fin 19e siècle. Pour les visiteurs, on a rajouté une hampe de bois qui avait disparu. En revanche, vous voyez que les trompettes étaient à cette époque très bien conservées, ce qui n'est plus le cas. Et Soliano nous dit même qu'il y avait cette tige de métal qui permettait de relier l'embouchure à la hampe. Un détail remarquable, puisqu'il faut savoir qu'en dehors de Pompéi, le seul vestige que l'on possède d'un cornu romain, c'est celui-ci, qui a été publié il y a 2 ans dans une collection privée allemande, qui a été publiée par le musée de Mayence, et on ne sait pas malheureusement d'où vient cet instrument. Vous voyez en tout point semblable à ceux de Pompéi. Alors au XIXe siècle, au XIXe, celui qui va faire avancer le dossier des trompettes, c'est le directeur du conservatoire et du musée de Bruxelles, Maillon, un grand érudit, qui travaille avec Gewart, un savant belge, qui sort un livre d'érudition remarquable sur la théorie de la musique dans l'Antiquité. Et à deux, ils forment un duo et s'entendent pour reconstituer les instruments de Pompéi. Ils viennent à Pompéi, utilisent la documentation et proposent des copies que vous pouvez admirer encore aujourd'hui au musée de Bruxelles. Certaines sont même au musée de la Philharmonie à Paris et qui ont été diffusées dans tous les musées instrumentaux en Europe. Voici sa copie. L'avantage pour nous, c'est qu'il nous donne les dimensions de l'époque. 3,40 m qu'il restitue et que nous ne pouvons plus mesurer aujourd'hui. Or, c'est très important, plus un tuyau est long et plus un tuyau de trompette peut obtenir des harmoniques, plus on peut multiplier, si vous voulez, les notes. Donc la longueur du tuyau, c'est quelque chose de fondamental. Et cette copie n'est pas exempte de certains défauts. En effet, par exemple, la tige ici n'est pas fixée correctement, la tôle est plus épaisse. Il y a eu certains arrangements, bien entendu. Cette partie-là devrait être en bronze fondu, c'est-à-dire coulé, ce qui n'est pas le cas dans sa copie. En revanche, il a bien martelé la tôle de bronze, puisque, vous l'aurez compris, c'est un travail de chaudronnerie. On chauffe une tôle de bronze et on la travaille au marteau avec un mandrin sur une âme pour lui donner cette forme cylindrique. Ce sont les mêmes procédés. Si vous regardez la gravure dans l'encyclopédie de Diderot, vous verrez, ce sont les mêmes outils pour le fabricant de trompettes. Voici les différentes copies. Première version, sans hampe. Une autre version au musée du Conservatoire de Florence. Et une version plus fantaisiste qu'il avait réalisée en effet à la demande de certains compositeurs qui voulaient disposer de pistons, puisque dans l'Antiquité, en effet, les pistons n'existaient pas, il n'y avait pas moyen de raccourcir les tuyaux. Les pistons sont une invention de 1815, de même que la coulisse. Donc dans l'Antiquité, nous n'avons que des trompettes dites naturelles. Un long tuyau qui ne peut pas être raccourci. Donc il faut mesurer l'impact de toutes ces copies, puisque Maillon fait également des copies des fameux tibias de Pompéi. Voici les copies que vous pouvez voir à Paris, à New York, à Bruxelles, à Vienne, à Naples. Il en a offert une au musée de Naples. Copies, par contre, qui seraient totalement à revoir, puisqu'il n'a pas trouvé les échelles musicales. Et la mode des copies, en effet, s'empare de l'Europe. Tout le monde veut avoir ces copies d'instruments pompéiens. Le gong,
des termes, qui les cymbales, qui le sistre, qui la tibia, et vous voyez dans les musées, y compris dans les musées américains, dans les musées européens, se multiplier des copies de qualité d'ailleurs parfois très moyenne, mais qui servent à illustrer le thème de la musique à partir des réalia pompéiens. Alors, ces trompes servaient en effet à la musique de la gladiature, puisque les lieux de la musique à Pompéi, c'est l'Odéon, le petit théâtre couvert, édifié par Sylla au moment de la fondation de la colonie et qui témoigne de l'influence grecque. Petit théâtre dans lequel on devait, voici une reconstitution fantaisiste du XIXe siècle, organiser des concerts, des auditions, de la musique et des pièces de théâtre qui sont largement représentées dans le répertoire des peintures et des mosaïques de Pompéi, les comédies, comme ici, une scène tirée du théâtre de Ménandre, mais plus encore à l'époque du 1er siècle à Pompéi, les pantomimes, puisqu'on connaît des noms d'acteurs de pantomimes qui ont été conservés sur les murs de Pompéi. Voici la même scène dupliquée sur une peinture murale. Alors, nos grandes trompettes, à quoi servaient-elles? Elles servaient probablement à sonner la réunion du Sénat local, c'est-à-dire pour les appariteurs, et elles servaient surtout dans l'amphithéâtre. Nous le savons très bien, puisqu'ici, sur le parapet de l'amphithéâtre, au XIXe siècle, on a relevé des peintures conservées grâce à ces aquarelles, puisqu'à cause du gel, l'année suivante, elles ont disparu. Et que voyez-vous? Vous voyez un gladiateur qui sonne dans cette grande trompe, ce cornu similaire à celui que nous avons trouvé, que nous avons présenté tout à l'heure. En effet, il y avait à Pompéi une véritable popularité de la gladiature. On pense même que la gladiature aurait été inventée en Campanie. Et vous voyez même des graffitis avec des joueurs de cornu ici, ce que certains, les collègues italiens, ont pris pour des nimbes, des personnages nimbés, mais non, ce sont leurs trompettes qui sont derrière. Voici les tubicènes, trompette droite, voici les trompettes courbes, et encore un autre graffiti qui nous montre le cornu. Ce sont les mêmes instruments utilisés à l'armée que nous voyons sur la colonne Trajane, sur les sarcophages comme le sarcophage Ludovisi, un instrument très populaire à Rome et dans l'Empire, et la documentation est abondante dès qu'il s'agit de témoigner des jeux de la gladiature, qu'il s'agisse de la mosaïque de Zliten, où nos corniquines sont assis ici, de la mosaïque de la villa de Nénig, aujourd'hui en Allemagne, qui associe l'orgue et le cornu, ou cette gemme, ce bijou qui montre le corniquen, ici, associé au tubiquines. Et je vous montre des reliefs qui viennent d'être redécouverts par la police en Italie, qui avaient été découpés par des contrebandiers pour être vendus en Suisse. C'est un scoop, on vient de les récupérer. Ce sont des scènes de gladiature sur un monument. Et regardez, qu'est-ce que vous voyez ici? Le joueur de trompette qui sonne pour les combats de gladiateurs. Vous le voyez ici, c'est le document le plus récent connu en Italie. Alors, bien entendu, je vous parle de musique, mais je suis dépourvu dès qu'il s'agit d'évoquer la sonorité de ces instruments, et on a trouvé sur les murs de Pompéi un graffito avec cette onomatopée rito-tato-to-tato. Et on a pensé, en effet, avec des lettres au-dessus, à une notation musicale, où on a pensé à l'onomatopée qui pouvait évoquer les sons de la trompette. Ça n'est pas du tout fantaisiste, en effet. C'est d'ailleurs évoqué dans la littérature sous une autre façon. Et si vous voulez une véritable évocation,
voici le collègue conservateur du musée de Bruxelles et qui souffle donc dans la copie de Maillon. Il faut savoir en effet qu'en 1896 à Bruxelles, Maillon a organisé un concert de musique antique et il a demandé à un joueur de cor d'exécuter des sonneries qu'il avait lui-même écrites. Et il y a eu tout un concert, ils étaient habillés en romain, qui a eu un grand écho dans la littérature à l'époque et dans la presse. Ça, c'est la version, je dirais, la plus scientifique, la version documentaire. C'est la copie de Maillon. Et puis voici la version héroïque des trompettes. La connotation, en effet, de la trompette, c'est celle de la romanité dans le cinéma. Et Quo Vadis, en 1952, nous rappelle à quel point les trompettes romaines et les cornus sont liés au thème de l'armée, de la gladiature et de la puissance de Rome. Bien, merci beaucoup Christophe pour cet exposé tout à fait passionnant, instructif. On va faire comme d'habitude, les questions que vous allez pouvoir poser à Monsieur Christophe Vendry. Le temps que vous prépariez vos questions, je vous dis tout de suite que la prochaine nocturne est la dernière de l'année, puisque maintenant que nous avons cet amphi qui est grand et beau, on ne peut plus l'utiliser ni en mai ni en juin, puisqu'il y aura des examens qui s'y dérouleront, enfin qui se dérouleront plutôt à côté, mais on ne pourra pas passer là. Donc la dernière nocturne, ce sera le 5 avril, et elle portera sur l'eau à Rome. Je vous laisse maintenant la parole pour les questions à Monsieur Vendry. Oui, bonsoir. Je suis assez stupéfait de la dégradation en un temps court de 19e, 20e, en gros, enfin, même si on est au 21e, enfin, de la dégradation très importante de tous les instruments qu'on a vus. Est-ce que c'est des manipulations qui se voulaient techniques et puis qui ont foiré? Ou est-ce que c'est, je sais pas, une dégradation des vols Alors, il y a les deux aspects. Il faut savoir que le musée de Naples n'est absolument pas aux normes internationales pour la conservation et qu'on conserve la plupart des objets sous les toits, en pleine chaleur. Donc, il y a ça. Et surtout, ce qui a fait beaucoup de tort à ces instruments, c'est qu'ils ont été restaurés, entre guillemets, en 1979. Et pour les disposer sur une âme en plexiglas, on les a donc démontés. On a démonté les morceaux. Et je connais une collègue qui les a vus il y a à peu près 15 ans et qui m'expliquait que déjà les documents étaient altérés.
Et chaque manipulation a produit une altération. Et du coup, on a mélangé des pièces et on a compris aussi que pour le remontage des trompettes qui ont été restaurées aussi en 1979, les restaurateurs avaient mélangé les pièces. Ça, nous l'avons compris en comparant avec les photos du 19e siècle. Donc voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on travaille, il faut bien en avoir conscience. En fait, on a vu un orgue, je crois, une dernière image, dans la dernière image. Un orgue. Un orgue? Oui. Donc, il n'y a pas de traces du tout. Vous n'avez jamais parlé d'un orgue? Si, on connaît des vestiges d'orgue. On en a trouvé en Hongrie, à Quincom, au bord du Danube, un petit orgue pneumatique presque complet. On en a peut-être trouvé un dans le nord de la Grèce, à Dion, de Macédoine. On a retrouvé récemment en Suisse des éléments de la soufflerie d'un orgue. On n'a aucun orgue complet, mais on a plusieurs éléments d'orgue, des tuyaux ou ce qu'on appelle le sommier. En revanche, on n'a jamais retrouvé les cuves. Et puis, il y a beaucoup de documentation sur l'orgue. Philippe Fleury, qui est ici, pourrait vous en parler. Ça relève de la mécanique. Vitruve, l'architecte Vitruve nous parle de l'orgue. Et une documentation figurée, iconographique, incroyable. C'est en raison du succès de la gladiature. Comme l'orgue a été associé à la gladiature, on a à peu près une 50aine de représentations de l'orgue dans l'Empire romain. Tous en bois, je crois. Non, en bois. Les tuyaux sont en bronze, le sommier en bronze aussi, les cuves, et il y a quelques éléments qui étaient en bois du sommier. Merci. Je peux profiter du micro. Est-ce que Pompéi a été fouillé partout maintenant? Est-ce qu'on peut encore découvrir des choses à Pompéi? Bien sûr, en fait, il y a toujours un tiers de la ville qui n'a pas été fouillé et qui est gardé pour les générations futures, puisque le problème de Pompéi, c'est la dégradation du site et le coût de la restauration. Et on ne fait de nouvelles fouilles que de façon très ponctuelle. Ces dernières années, on a fouillé une nécropole, et il y a eu depuis 20 ans 2 maisons qui ont été fouillées, à peu près. Donc on limite les nouvelles fouilles volontairement pour déjà étudier ou réétudier les matériaux et la documentation existante. Mais il y a un potentiel incroyable. On peut, et maintenant avec les techniques modernes, on peut espérer trouver pour les prochaines générations des instruments très bien conservés et qui seront bien recueillis. Merci. 3 petites questions. D'abord, pourquoi cet intérêt particulier pour Pompéi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources, d'autres endroits en Italie ou ailleurs où il y aurait des instruments de l'Antiquité romaine? Deuxième, voilà. Je pose toutes mes questions. Oui. Deuxième, on nous dit que j'ai lu quelque part que s'il y a très peu d'instruments qui restent en Italie, c'est parce que l'Église, les premiers pères de l'Église avaient détruit pas mal d'instruments parce que, selon eux, ils servaient au culte du paganisme. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Enfin, quel est votre point de vue? Et troisièmement, même si vous n'avez pas parlé de ça, les Romains n'avaient pas de notation particulière pour la musique. Mais on nous dit quelque part qu'ils ont influencé malgré tout les Romains le chant grégorien. Est-ce que vous pensez que c'est plausible? Merci. Alors, bien entendu, il y a d'autres musées et d'autres endroits en Italie où on a des vestiges d'instruments, mais ils sont beaucoup moins nombreux.
Et pour ce qui concerne les trompettes, nous voulions étudier ce type de trompette. Il n'y en a nulle part ailleurs en Italie. Les seuls vestiges qui sont connus en dehors de la collection privée que je vous ai montrée se trouvent aujourd'hui près de Vienne, en Autriche, et ils sont extrêmement abîmés. Ce sont des bouts de tuyaux d'une trompette courbe. Donc l'idée, c'était de reprendre Pompéi. Et aussi pour remettre de l'ordre dans le dossier de la musique qui avait été laissé en déshérence, à vrai dire, parce qu'il faut conjuguer la documentation, le travail en archives et l'observation directe des réalia. Donc Pompéi se justifie au moins pour ça, pour la présence des trompettes. Mais en Italie, on a trouvé d'autres tibias, des cymbales, etc., pas de façon aussi abondante. Deuxième question, les pères de l'Église. C'est plus un lieu commun qu'une vérité. Je vous renvoie à saint Augustin, qui connaissait très bien, comme il l'expliquait, la culture païenne. Pour pouvoir la critiquer, il disait bien qu'il avait suivi à l'école, il connaissait très bien la mythologie, etc. Il a écrit un traité, De Musica, et on ne peut pas expliquer la disparition des instruments de musique par le bannissement qui aurait été décrété par l'Église. Le cas de l'orgue est assez intéressant, ce glissement du paganisme progressif et la récupération par l'Église via Byzance. En tout cas, ça ne me semble pas une hypothèse opératoire que d'expliquer la disparition. C'est le changement de civilisation qui explique que le corps nu n'était plus à l'ordre du jour, puisqu'au Moyen-Âge, on ne savait plus fabriquer. On avait perdu la technique de fabrication des trompettes courbes, qu'on ne retrouvera que tardivement, pratiquement à la Révolution française, au XVIIIe siècle. Au Moyen-Âge, on ne connaît plus que les trompettes droites, par exemple. Donc, et la troisième question, excusez-moi, à la notation. Donc, l'idée que vous avez avancée, c'est une idée qui existe chez Burette, un érudit de l'époque de Louis XIV, qui est convaincu que les Romains ont transmis au Moyen-Âge la notation des Grecs en utilisant le latin. Or, à ce jour, nous n'avons aucune, je dis bien aucune, notation en latin à caractère musical. En revanche, on a, même à l'époque de l'Empire romain, des textes grecs. On a la colonne de Seikilos trouvée en Asie mineure, en Turquie, qui est du 1er siècle après Jésus-Christ, qui donne le texte d'une petite chanson avec des signes musicaux grecs, tirés de l'alphabet grec. Et on a cru autrefois avoir découvert dans un manuscrit, Louis Havet avait publié ça, un érudit, un latiniste français, et il s'agissait d'un faux écrit au Moyen-Âge. On pensait avoir trouvé enfin un texte latin avec des notations, un système de notation. Donc toute la culture musicale passe par l'oralité, et si on regarde bien la culture romaine, c'est assez logique, les orateurs apprennent leur discours par cœur, on travaille à l'école la mémoire, donc une transmission orale, qui explique que la notation, même dans le monde grec, n'a été utilisée que sans doute à titre de souvenir, pour garder la mémoire d'un air, mais ça reste vraiment très, très peu répandu. Bonsoir. Est-ce qu'on peut imaginer une spécialisation de l'espace sonore à Pompéi avec des secteurs où on pouvait entendre telle sonorité ou telle sonorité en fonction des lieux de découverte des instruments de musique, ou même des bruits qu'on pouvait entendre dans certains secteurs en fonction des activités qui avaient lieu à tel ou tel endroit? Alors on peut, ce qu'on sait, c'est que l'Odéon
le petit théâtre, je voulais revenir sur le bois, merci. Le petit théâtre était recouvert d'un toit pour des raisons acoustiques, alors que l'amphithéâtre, les études qui ont été faites sur l'amphithéâtre, n'est pas un bon monument sur le plan acoustique. Et les seuls instruments qui pouvaient percer, être entendus, ce sont donc les trompettes. Et ce qui est intéressant, c'est que la trompette n'est qu'une musique auxiliaire dans l'amphithéâtre. On ne vient pas pour voir de la musique, on vient pour voir des combats gladiateurs. Et on peut entendre certaines séquences musicales au moment de la mise à mort, au début, lors de la procession, de la pampa. Et curieusement, la documentation est 100 fois plus importante en raison de la popularité de la gladiature. Donc, on a l'amphithéâtre où résonnaient les trompettes, qui est un espace qui a des qualités visuelles, puisqu'on estime que la forme ovale permet le déplacement des gladiateurs, et ce déplacement peut être vu à n'importe quel point des gradins. Donc c'est ça qu'on a cherché dans l'amphithéâtre. Mais ça n'est pas un bon monument pour la résonance, pour l'acoustique. Alors pour le théâtre, et plus encore pour l'Odéon, le petit théâtre qui avait un toit en bois, on sait qu'on avait pensé à ces questions d'acoustique qui sont d'ailleurs évoquées dans le manuel de Vitruve, le manuel d'architecture. Il évoque la question controversée des vases résonateurs qui auraient été placés sous les gradins de certains théâtres, ce qui n'est pas sans poser problème puisque à ce jour nous n'en avons retrouvé aucun. En tout cas, on sait que la conception même du théâtre, la disposition des gradins, la présence du toit en bois, tout cela était destiné à favoriser l'audition. Et c'est normal, l'Odéon, c'est pour la poésie, le récital, la musique. Donc, on voit bien qu'il y a une spécialisation quand même des édifices en fonction des usages. Dernière question. Est-ce qu'on a retrouvé des écoles à Pompéi et est-ce que la musique était enseignée à l'école? Est-ce que tous les enfants y avaient accès? Alors, ça c'est une question... Alors, on n'a pas de trace d'école de musique à Pompéi. Il faut distinguer ce qu'on enseigne aux enfants à l'école, quelques rudiments aux enfants, et puis les écoles qui existaient pour les professionnels. Il n'y a pas forcément d'école, il y a un texte qui nous en parle à l'époque de Scipion, à Rome. En réalité, on sait que les professionnels apprennent avec un maître et que cet enseignement se transmet de père en fils, souvent. Il n'y a pas donc dans la littérature latine ou grecque à proprement parler d'école de musique. Néanmoins, on sait, Marou en parle dans l'histoire de l'éducation, qu'il y avait des rudiments de musique qui étaient enseignés, mais vraiment des rudiments. Et il le dit assez bien, Marou, il explique que la musique chez les Romains, elle est plus présente dans la culture que dans l'éducation. C'est-à-dire la musique, on l'entend partout, on la croise partout, alors que dans le cursus scolaire, elle n'est pas extrêmement bien implantée. Il faut avouer que la part accordée à la musique n'apparaît pas de façon très développée. Mais c'est une question qu'on connaît très mal, cette question des écoles et de l'enseignement. Bien, encore merci, merci à toi Christophe. Merci et merci à vous aussi. Merci à vous. Et rendez-vous au 5 avril si vous le voulez bien. Bonsoir.